Massa al-Khir, bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Emir Kir, le bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Tenaude et député régional bruxellois PS du Parti Socialiste. Emir Kir, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez ministre de la région de Bruxelles-Capitale, plus précisément secrétaire d'État chargé de l'urbanisme, du sport, de la culture, de la formation professionnelle notamment. Et donc maintenant, vous êtes devenu bourgmestre. Vous avez quitté le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale pour vous consacrer à diriger votre commune, Saint-Josse-Tenaude. Donc vous êtes maintenant, aujourd'hui, le bourgmestre. Écoutez, je n'avais pas beaucoup le choix puisque à la sortie des urnes le 14 octobre dernier, il y avait un signal clair de la population. J'ai voulu répondre. Beaucoup avaient prétendu que je ne prendrais jamais la responsabilité de devenir bourgmestre, que je participais à ces élections pour rigoler. C'était sans connaître mon engagement réel pour la population de Saint-Josse et la population bruxelloise. Et donc, j'ai souhaité effectivement démissionner de mes fonctions de ministre, de secrétaire d'État pour, je dirais, prendre cette fonction de mailleur et d'être, évidemment, par la même occasion, parlementaire régional, parce que je crois qu'il fallait écouter la population. Alors, vous êtes bourgmestre de la plus petite commune de Bruxelles, Saint-Josse. Mais c'est une commune qui connaît une grande diversité par sa composition sociologique. Beaucoup de Turcs, beaucoup de Marocains, beaucoup de personnes d'origine étrangère de manière générale. Quelques Européens aussi. Parlez-nous un peu de Saint-Josse. Écoutez, tout d'abord, Saint-Josse, la plus petite commune du royaume, 1,2 km², mais en réalité, pas au niveau du nombre. On est bientôt à 30 000 habitants. On est situé d'une manière extraordinaire au centre de la Belgique, au centre de l'Europe, au cœur de la capitale. On a la population la plus jeune en moyenne de Belgique, mais malheureusement celle qui est la plus modeste, la plus pauvre du royaume. Mais fort heureusement, grâce aux subsides de l'État, grâce à la présence des hôtels, des bureaux, on arrive encore à tenir le coup, mais il faudra davantage de soutien de la région et du fédéral. Je dirais que c'est une commune passionnante. Mais une commune pauvre aussi. Commune pauvre, et une commune pauvre, mais où les gens sont riches en cœur. Ils n'ont peut-être pas les moyens qu'on peut trouver à Uccle, à Oudergem ou dans le haut de Schaerbeek, mais les gens se parlent. Il y a vraiment une convivialité qui existe sur le territoire de la commune. Et puis aussi, je pense qu'il y a eu une politique qui a été menée déjà après la Deuxième Guerre mondiale par Guy Cudel, qui a permis à un bon nombre d'immigrés de venir s'installer aux abords de la gare du Nord, près de la place Madot. Et vraiment, c'est une commune qui permet à tout le monde de pouvoir s'épanouir. Mais il faudra au cours de cette législature investir dans des politiques de proximité parce que cette période qui s'annonce à nous est une période difficile puisque la stagnation économique va encore malheureusement durer quelques mois. Alors, vous êtes devenu bourgmestre parce que vous avez aussi obtenu le plus grand score sur la liste socialiste lors des dernières élections communales. Vous êtes devenu bourgmestre, mais dans des conditions, on va dire, pas faciles, parce que le bourgmestre sortant, M. Jean Domanet, n'était pas très content de vous céder sa place. Oui, je lui avais fait une proposition. Vous entendiez déjà pas très bien entre vous deux. Bon, non, on n'est jamais partis en vacances ensemble, c'est évident, mais cela ne nous empêchait pas à travailler ensemble. On l'a fait pendant de longues années. Je lui ai fait une proposition qu'il avait refusée à ce moment-là. C'est du passé. Je crois qu'il faut aller de l'avant aujourd'hui. Aller de l'avant, c'était recomposer avec une nouvelle équipe. Et je pense que le collège aujourd'hui est composé de jeunes gens talentueux, expérimentés ici pour bon nombre. On a une belle majorité. On a fait un travail remarquable au niveau de la déclaration de politique générale. Et Jean Domanet, qu'est-ce qu'il devient maintenant ? Écoutez, il faudrait peut-être lui poser la question. Je sais qu'il continue à vouloir porter, je dirais, l'un ou l'autre projet culturel, y compris sur mon territoire. Aucun problème. Vous allez l'aider ? Nous continuerons à porter tous les projets qui concourent à la convivialité. Parce qu'au début, lui, d'autres vous ont un peu accusé d'avoir bénéficié du vote de la communauté turque, ce qui vous a permis d'avoir beaucoup de voix et de devenir ainsi, ou de vous imposer comme candidat bourgmestre légitime. C'est tellement... Est-ce que ce sont des critiques qui vous ont touché ? Est-ce que c'était pour vous des critiques objectives ? Je dirais que j'ai l'habitude. Vous savez, je sors pour la 8e fois des élections. Et donc quand je sors des élections, il y a toujours quelqu'un dans les médias ou ailleurs qui rappelle que je suis d'origine étrangère, que je suis de confession musulmane. On va parler de vote ethnique, vous savez, pendant la campagne électorale. Moi, j'ai une lointaine cousine qui était sur les listes, personne n'en a parlé. Il y a des gens qui sont venus sur Schaerbeek se mettre sur les listes. J'étais l'homme à abattre pour certains. Tout ça, on n'en parle pas. Parce qu'après les élections, on parle de celui qui a gagné les élections et pendant la campagne, on ne rappelle pas tout ce qui s'est passé pendant cette campagne, qui était particulièrement difficile à vivre. Ceci étant, je rappelle à tout un chacun que je ne suis pas né avant-hier
Je suis quelqu'un qui est établi sur le territoire, qui est né en Belgique, qui a fait ses études ici, qui s'est engagé dans la vie sociale, professionnelle et puis dans la vie politique. Et donc, il faut arrêter avec ce genre de discours. Si vous permettez, M. Merkir, quand vous êtes devenu bourgmestre, certains dans la presse vous ont demandé de devenir ou d'être le bourgmestre de tous les Saint-Enaudois, de tous les citoyens de votre commune. Ce n'est pas une critique ou un conseil qu'on fait par exemple à Éric Thomas, le bourgmestre d'Anderlecht, ou à Bernard Keller-Failly, le bourgmestre de Schaerbeek. Parce que vous êtes d'origine turque, est-ce que pour vous c'est un handicap aux yeux de certains? Mais je pense qu'il y a un problème, je pense, dans la tête de certains. C'est-à-dire que quand la diversité, c'est de l'autre côté de l'Atlantique et que c'est Obama, on trouve ça chouette. Oh, c'est génial, un président qui est de couleur, c'est très bien. Et puis, dans une toute petite commune, à Saint-Josse, j'ai eu parfois l'impression, je dois avouer, de naître. Je me suis dit, tiens, on me découvre, mais enfin, j'ai été 8 ou 9 ans ministre de tous les Bruxellois. Pourquoi est-ce que je ne serais pas le bourgmestre de tous les Enaudois? Ici, en réalité, ce sont des postures politiques pour déstabiliser un homme. Mais vous savez, j'ai un peu d'expérience aujourd'hui au travers de tout ce que j'ai pu faire. Un peu sourire, c'est parfois un peu de mesquinerie, mais je crois que ce qui compte, c'est le projet. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on est d'origine étrangère, comme vous venez de l'expliquer, vous êtes vraiment un belgo-belge qui a assumé des fonctions de premier plan et qu'on ne vous a rien reproché, mais en même temps continue parfois de suspecter des personnes d'origine étrangère quand ils assument quelques fonctions politiques. Est-ce que quand on est d'origine étrangère, on doit toujours justifier qu'on est un bon citoyen belge? Est-ce votre cas? Moi, je dirais que je suis habitué. Je connais la chanson. Donc, ils ont fait 3 petits tours et puis s'en sont allés. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir de la sérénité et du réalisme. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le programme, le projet qu'on va porter pour les habitants, essayer de répondre aux défis démographiques, répondre au mieux, de manière adéquate aux besoins exprimés par la population. Et c'est ça qui va nous permettre de rassembler toute la population autour d'un projet. Vous savez, certains ont parfois quelques difficultés avec la diversité. Nous devons les rassurer. Nous devons les rassurer. Je suis et je serai toujours un homme politique. Alors vous êtes un exemple de réussite. Vous étiez ministre, vous êtes bourgmestre, vous êtes député. Donc vous assumez un rôle de premier plan dans votre commune, ce qui n'est pas rien. Comment une personne comme vous arrive à réussir et à gravir tous ces échelons au sein d'un grand parti politique comme le PS et devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce facile quand on s'appelle Merkir ou, je ne sais pas, ou Mohamed, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Je dirais tout d'abord racontez-nous brièvement un peu votre carrière. Je voudrais dire que je n'avais pas pour ambition de faire de la politique. Ça a été un peu un accident de parcours. J'ai eu la chance de croiser le chemin de Guy Cudel, qui était un homme profondément ouvert à l'autre. Il m'a donné la chance de pouvoir collaborer avec lui. Guy Cudel, qui était l'ancien bourgmestre. Il a été bourgmestre. Une personnalité emblématique de votre commune. Il a été le premier à donner sa chance aux femmes au sein des corps de police, à créer l'école mixte avec les étrangers. C'est lui qui a ouvert la porte. Il a été un peu avant Philippe Moreau, celui qui a vraiment été précurseur par rapport à la diversité, mais aussi par rapport à des questions comme l'égalité homme-femme, quand il crée le centre de planning familial à Saint-Josse, la famille heureuse. Donc il était votre parrain? Il a été, je pense, quelqu'un qui a conduit effectivement ma pensée politique. C'est quelqu'un qui a réussi à nous séduire. Vous savez, quand on était à Saint-Josse, quand j'étais petit, à côté, il y avait Roger Nols. Ça ne me donnait pas trop envie, parce qu'il était toujours dans des discours très durs vis-à-vis des gens d'origine étrangère. Donc, Guy Cudel a compté énormément. Et puis, à un moment donné, dans ma commune, il fallait un renouvellement des cadres politiques en 2000. Et donc, il y avait des gens qui partaient à la pension. J'étais de militant de base. Et puis, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et je dirais que c'est surtout la population qui m'a porté vers des responsabilités politiques. Et c'est vers elle que je dois me tourner aujourd'hui pour les remercier, puisque... Oui, mais comment vous avez intégré le PS? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Non, je crois que ça s'est fait d'abord, tout d'abord, mon papa était ouvrier mineur. Je pense qu'à un moment donné, on a très vite compris dans quelle classe sociale ou dans quel segment on est. Deuxièmement, on voit sur le terrain ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Je pense que Guy Cudel, c'était tout de suite le choix de beaucoup d'entre nous. À l'époque, vous savez, les familles étrangères venaient tout spécialement se mettre à Saint-Josse, s'inscrire à Saint-Josse parce qu'il essayait d'aider les gens. Et puis il y a eu aussi l'idéologie. Et les études m'ont permis à un moment donné de bien faire la part des choses entre la droite et la gauche. Vous savez,
Personnellement, je viens d'une famille plutôt de centre droit. Mes parents étaient plutôt de centre droit en Turquie. Mais avec le temps, vous avez l'occasion de vous frotter aux différentes formations, aux différentes idéologies. Donc, je suis un homme de gauche profondément convaincu aux valeurs de gauche. Mais je crois que ça m'a aidé à faire mon choix. Et puis à côté, je dirais que ce qui fait probablement la différence, c'est pas tellement le profil, c'est pas tellement l'engagement, je crois que c'est le travail. D'abord et avant tout le travail. Peut-être que j'ai un peu plus d'analyse politique que la moyenne des gens, mais je crois que c'est tous les jours. Travailler pour servir la population, pour être utile. Et c'est ça qui peut peut-être à un moment donné créer un sentiment de confiance. Alors en résumé, qu'est-ce que vous avez fait avant de devenir ministre déjà? Écoutez, j'ai travaillé pour le compte de la commune dans le domaine social et préventif, à l'initiative de Guy Cudel, avant ça un peu dans le domaine privé. Et je crois qu'à un moment donné, au sein de ma formation politique, on a sollicité ma candidature aux élections communales. Et je me présentais le 8 octobre 2000 à mes premières élections. Et contre toute attente, j'ai fait le deuxième score et je me suis vu propulsé échevin. Et ça a été un peu pareil dans toutes les élections. En fait, j'ai fait des scores qui étaient réellement importants et je me suis vu attribuer par mon parti des responsabilités. Et ça m'a vraiment... ça m'a donné envie d'aller de l'avant. Ce que vous dites est vrai, vous êtes... On va parler ici des origines, parce qu'on est sur Maghreb TV. Vous êtes la personne d'origine turque la plus célèbre du Parti socialiste ici à Bruxelles, parce que vous êtes l'un des personnes d'origine turque qui fait le plus de voix sur toutes les listes que présente le Parti socialiste. Quel est votre succès? Parce que vous étiez la première personne d'origine turque qui s'est présentée aux élections ici à Bruxelles. Mais je pense que c'est difficile, évidemment, pour moi de répondre. Je crois qu'il faudrait poser la question aux habitants, à tous les acteurs publics et privés. Mais je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux et surtout beaucoup de travail, comme je le disais. Vous savez, chaque jour, il faut recréer le monde. Et chaque jour, il faut pouvoir être utile. Et moi, je prends énormément de plaisir à pouvoir être utile, à pouvoir contribuer au combat pour protéger Bruxelles, pour le maintien de la Belgique, pour répondre de manière efficace à la population, puisqu'aujourd'hui on vit une période difficile. Donc voilà, moi je crois qu'il faut avoir cette flamme, mais il faut d'abord aimer les gens. Moi, je suis ici aussi pour vous faire découvrir aux autres personnes qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'on est vu également en Flandre. Est-ce que, moi j'avais beaucoup insisté sur vos origines turques. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Quand par exemple des gens vous disent oui, beaucoup de Turcs votent pour vous, se portent sur votre nom. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Ce discours-là, si on dit que je suis d'origine, moi j'assume. Vous savez, j'ai appris une chose, c'est le respect de toutes les cultures et de toutes les histoires. Il n'y a personne qui doit s'effacer. On doit créer la Belgique de demain, mais on la créera avec évidemment l'histoire de la Belgique, mais aussi avec l'apport des différentes communautés culturelles. Et c'est ainsi que la Belgique va se renouveler et va pouvoir créer des ponts avec toute une série de pays dans le monde. C'est important culturellement, socialement, mais aussi économiquement. Par contre, le vote ethnique, c'est risible. Ce sont les Belges qui votent. Aux élections communales, ceux qui s'inscrivent au préalable, qu'ils soient européens ou non européens. Vous savez, ceux qui m'ont soutenu dans ma commune et en région, ils sont de toutes les origines. On ne regarde jamais à la couleur de la peau, à l'origine philosophique ou religieuse, quand soi-même on est issu d'une minorité. Vous savez, mes parents étaient des ouvriers d'origine étrangère. Nous ne ferons pas ce que parfois eux ont pu subir. Quand on est nous, à la manœuvre, je crois qu'on doit être les premiers à être exemplaires et à être le représentant de tout le monde et à mettre vraiment l'équité au cœur de tout ce que l'on fait. Alors on va revenir à Saint-Josse-ten-Noode. Vous êtes bourgmestre depuis quelques mois. Comment voyez-vous quel est votre projet pour cette commune? Rendre la commune aux habitants, aller davantage à la rencontre des habitants. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant un défi qui est gigantesque dans ma commune. D'abord, le défi lié à la crise économique et sociale. Plus que jamais, la commune devra être aux côtés de ses habitants. On va créer un service de guidance budgétaire, on va créer des maisons des enfants, des écoles de devoirs, on va être plus près sur le terrain avec nos services de prévention, les éducateurs de rue, les travailleurs sociaux. Deuxième défi, le défi lié à l'essor démographique. Ma commune comptait 22 000 habitants en 2006, elle est aujourd'hui à 28 000 habitants, on sera bientôt 30 000. Donc il faudra créer des crèches, des écoles, des places pour chaque enfant. Et il faut s'occuper de chaque enfant depuis son jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Et pendant toute cette période, on aura de cesse de soutenir ces familles pour que ces enfants puissent acquérir des compétences qui vont leur ouvrir le chemin de l'emploi. Vous savez, à Bruxelles,
Il y a plus de 722 000 postes de travail. C'est dans le secteur tertiaire. Il faut connaître beaucoup de langues, avoir des compétences. Eh bien, nous devons mieux former nos enfants. Et c'est pour ça que nous avons à cœur de créer dans tous les quartiers des écoles de devoirs, soutenir celles qui existent, des maisons des enfants, faire en sorte que chaque enfant puisse être aidé pour réussir. Vous savez, c'est difficile de traiter la question de la délinquance. Ce que nous avons comme obligation morale, c'est de tout faire pour éviter que d'autres tombent dans le piège de la délinquance. Et pour ça, on doit investir massivement dans l'éducation. Je pense que ces années qui s'annoncent à nous ne sont pas des années faciles. Et je pense que les habitants de la commune comme de la région doivent plus que jamais avoir les communes à leur côté et la région à leur côté. Alors, je vais peut-être vous parler d'un dossier concret, le Walking Madou. C'est l'artère commerciale entre la place Madou et la place des Deux Églises, c'est ça? La rue des Deux Églises, la place Saint-Josse. Voilà, la place Madou à la place Saint-Josse, c'est une artère commerciale que Brigitte Krauls, la ministre de la Mobilité de la région de Bruxelles-Capitale, avait décidé de la rendre zone piétonne. Est-ce que vous avez décidé de maintenir ce Walking Madou, ou bien vous voulez le réouvrir à la circulation et aux voitures, comme ça l'était auparavant? Maintenant, il est ouvert depuis plusieurs jours. Et ça a été le fruit d'une concertation avec tous les habitants, les commerçants, les acteurs économiques. Vous êtes plus de voitures que... Non, je suis pour la convivialité et la sécurité des piétons. Je suis pour la fluidité dans le transport public. Et je suis aussi pour que les gens puissent entrer et encore sortir quand ils doivent faire des commissions ou parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir la voiture. Mais vous savez, dire qu'on ferme la chaussée de Louvain et qu'on renvoie les voitures dans les petites rues, c'était pas mon choix. Pourquoi ? Dans la politique de mobilité que nous voulons mener à Saint-Josse, en étroite collaboration avec la région, nous devons dire qu'il y a une hiérarchie des voiries. Les voitures doivent d'abord et avant tout passer dans les grandes voiries, pas dans les petites rues, hein. Ça nous refusons. Avec ce projet dont vous avez parlé, les gens ne pouvaient plus accéder à leur quartier, la rue Skelquin était complètement bloquée, et donc aujourd'hui, on a un projet qui permet de doubler les trottoirs chaussée de Louvain, de relancer l'activité économique et commerciale, c'est essentiel. On va renoncer par exemple à la station d'essence rue Skelquin pour créer davantage de convivialité. Vous savez, le projet en matière de mobilité que nous voulons est un projet qui est durable. Nous voulons évidemment dissuader les nafteurs de venir en voiture, mais nous voulons aussi permettre à nos habitants de pouvoir stationner, de pouvoir sortir de chez eux. Quand on habite dans une petite rue chez nous, qu'on doit faire des courses, des commissions, mais parfois il faut un petit engin quand même pour amener tout ça. On peut aussi trouver des solutions. Donc c'est une politique de mobilité. C'est vrai qu'il y a un problème de parking sur votre commune. Comment voyez-vous des solutions peut-être? Nous allons en créer. Nous n'avons pas de complexe. Il n'y a pas de place sur votre commune. Comment vous allez faire? Nous allons lancer une étude dont l'objectif sera, dans le cadre du contrat de quartier durable, Axe Louvain notamment, de voir où, comment nous pouvons créer des places de stationnement. Vous savez, nous avons au cours de ces 10 dernières années supprimé des places de stationnement pour faire les oreilles au trottoir. Et c'était une chose essentielle pour la sécurité de nos concitoyens. Imaginez cette maman avec poussette qui doit traverser d'un trottoir vers l'autre qui n'arrivait pas parce qu'il y avait des voitures parquées dans les coins. On a supprimé des places pour une bonne raison, mais on a oublié de suppléer. Et donc aujourd'hui, le mot d'ordre à Saint-Josse est clair. Plus aucune place de stationnement ne sera supprimée sans suppléer. Il faudra trouver des places de stationnement pour toutes les places qui ont été supprimées depuis 2004. Ce ne sera pas quelque chose de facile, monsieur Bourgmestre, non? Non, mais l'ambition que nous avons, c'est de répondre à la population qui vit aussi. Et vous comptez peut-être ouvrir des nouvelles places de parking avant la fin de votre mandat? C'est évident. Et on peut prendre le rendez-vous. Nous avons à avoir cette ambition de ne plus supprimer des places de stationnement, de maintenir celles qui existent et d'en créer là où c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons été trop loin dans cette dynamique. Aujourd'hui, j'ai des habitants qui tournent 3/4 d'heure, 1 heure dans nos quartiers pour trouver une place de stationnement. Et des gens, très souvent, qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir une voiture pour aller travailler. Il faut trouver un équilibre. Il faut dissuader les nafteurs et les autres de venir en voiture, en renforçant le transport en commun, mais il faut aussi permettre... On a dit que votre commune est l'une des plus pauvres de la région de Bruxelles-Capitale. Comment comptez-vous peut-être créer aussi un peu de la richesse? Alors c'est très simple. Je crois qu'il faut d'abord avoir un discours qui est vrai. Aujourd'hui, les communes vont vers la banqueroute. Les dépenses en sécurité explosent. On a des augmentations de 7 à 10% par an. Vers l'aide sociale, elles explosent aussi, puisque la crise persiste.
Les pensions pour les pensionnés de nos administrations augmentent. Je crois qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut pouvoir dire que la situation devient intenable. Si on demande aux communes de répondre aux défis démographiques, créer des crèches, faire des écoles, accompagner les seniors, et qu'au même moment on leur dise « vous ne pouvez pas faire des dépenses », c'est impossible. Je crois qu'à un moment donné, ce que nous devons faire, c'est gérer en bon père de famille nos budgets. C'est ce que l'on est occupé à faire avec le budget 2013 et le plan de gestion 2013, 2014, 2015. On sera en déficit, un déficit que l'on veut contenir au maximum, mais on ne peut pas à la fois demander aux communes de pouvoir répondre aux politiques sociales, de sécurité, des pensions, et répondre aux défis démographiques. Et donc comment vous allez faire pour sortir de cette crise ? Je crois qu'il faut faire des politiques qui soient, je dirais, avec un sérieux budgétaire. Mais il faudra l'aide du fédéral, il faudra l'aide de la région. Si on nous demande de faire ce que d'autres devraient faire, vous savez, les écoles, communauté française, communauté flamande, les crèches, communauté française, communauté flamande, mais vous le voyez, ce sont toujours les mêmes communes qui courageusement essayent de répondre aux besoins des familles. Et donc je dis, il faudra de la solidarité avec les familles, il faudra de la solidarité avec l'ensemble des communes. Vous étiez ministre de la région de Bruxelles-Capitale. Charles Piquet, le ministre-président de la région, va céder sa place à un autre socialiste, Rudy Verwoerd. Quel regard portez-vous sur l'avenir de Bruxelles dans ce débat institutionnel parfois très enflammé ici en Belgique? Permettez-moi tout d'abord, vous m'en donnez l'occasion de remercier Charles qui a été un grand Bruxellois qui a incarné cette région. Je crois qu'il faut le remercier pour avoir créé cette région avec Philippe Moreau il y a plus de 20 ans. Et surtout pour lui avoir permis de grandir et de devenir aujourd'hui, avec l'ensemble de ceux qui ont compté, une région à part entière comme les deux autres régions. La 6e réforme de l'État consacre Bruxelles, et c'est important. Et il a même obtenu au passage, avec évidemment l'appui du Parti socialiste et d'autres, un refinancement pour la région bruxelloise, ce qui est essentiel pour l'avenir des ménages à Bruxelles. Je dirais qu'il a vraiment incarné cette région et il a montré que pour gérer cette région, il faut travailler avec le principe du consensus. On doit avoir un dialogue. Vous voyez l'avenir de Bruxelles dans un débat consensuel avec on n'a pas d'autre choix. Les partis flamands? Mais écoutez, on n'a pas d'autre choix. Je crois que Bruxelles est la 3e région la plus riche d'Europe et produit plus de 20% des richesses du pays alors que ne fait que 10% de la population. Donc Bruxelles enrichit les Flamands, enrichit les Wallons. Donc, il faut investir à Bruxelles, puisque Bruxelles, c'est vraiment la capitale économique du pays, c'est une des capitales importantes de l'Europe. Et donc, je dirais que nous devons être dans un fédéralisme de coopération, des régions qui doivent coopérer entre elles. Et je crois que l'avenir aujourd'hui n'est pas facile. N'est pas facile puisque la NVA pointe son nez du côté flamand. Quelle va être la capacité des Wallons, des Bruxellois à pouvoir travailler avec une Flandre dominée par la NVA? Je pense que les élections qui arrivent en 2014 seront cruciales. Rudy Verwoerd va très prochainement succéder à Charles Piquet et lui aura cette lourde tâche de mener vraiment cette région à bon port pour ces élections communales. C'est un vrai Bruxellois aussi, qui a une expérience et une connaissance. Mais alors comment vous voyez Bruxelles dans 6-10 ans, une région à part entière, dans une Belgique toujours fédérale, ou une ville dans la Flandre, par exemple? J'ai aussi, comme vous, vu les sondages de certains qui souhaiteraient avoir un Bruxelles d'ici, une région bruxelloise complètement indépendante. Vous savez, nous devons être sérieux. Nous avons besoin de la Belgique, nous avons besoin d'une solidarité avec les deux autres régions. Eux ont besoin aussi de la capitale. Le Parti socialiste ne sera pas demandeur de l'aventure, mais si certains veulent l'aventure, nous assumerons à ce moment-là toutes nos responsabilités avec une Wallonie, avec la Wallonie et avec Bruxelles. Je pense que notre destin aujourd'hui est aussi situé avec les Wallons. N'oublions pas que la reconnaissance de la région de Bruxelles-Capitale a pu se faire aussi grâce à nos amis wallons qu'il ne faut pas, dans ce débat, oublier. Alors, nous allons bientôt fêter dans quelques mois les 50 ans de l'immigration marocaine et turque, ici en Belgique. Est-ce que vous faites partie de quelques initiatives, notamment pour ce qui concerne les 50 ans de l'immigration turque? D'abord, sur le plan vraiment du cœur, c'est cinquantenaire de la communauté marocaine, de la communauté turque. Comment passer à côté d'un anniversaire aussi important? On rendra hommage à nos parents. Ils ont été fabuleux. Ils ont travaillé aux côtés des ouvriers belges, les ouvriers turcs, les ouvriers marocains pour développer ce pays. Un hommage vif et important devra être rendu à cette première génération
qui n'a jamais su où se situer. Mais c'est grâce à eux que la deuxième génération, troisième génération, voire la quatrième génération aujourd'hui, sont devenus docteurs, journalistes, politiques, parfois ils ont eu des parcours moins évidents, mais rendons-leur hommage. Et donc, au niveau de ma commune, nous soutiendrons toutes les initiatives. Nous prendrons nous-mêmes des initiatives. La commune de Saint-Josse s'illustrera au travers d'un projet Saint-Josse aux 1000 visages, où on célébrera ces deux communautés, mais aussi toutes les autres communautés. Nous aimerions évidemment travailler avec l'Espace MAG, avec la SBLEA, tous ceux qui prennent des initiatives pour fêter les cinquantenaires des deux grandes communautés présentes sur notre territoire. Pour moi, c'est un rendez-vous important. Au moment où certains crient au lot, au moment où on veut montrer qu'une image négative, je l'entends de plus en plus, on donne l'impression qu'il n'y a que des mercenaires qui partent d'ici pour aller combattre en Syrie. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait aussi d'autres mercenaires qui allaient combattre à côté des mujahidines du peuple. On a toujours eu des périodes comme celle-là, mais ne faisons pas d'amalgame. Montrons toute la diversité et toute la richesse de ces communautés. Donc nous aurons à cœur, sans tomber dans l'angélisme, de parler de tout. Et il faudra profiter de ces 50 ans, de parler aussi de la question des flux migratoires, mais aussi de l'immigration. Vous êtes fier d'être aussi turc? Écoutez, comment renier sa culture d'origine? La culture turque vient d'une tradition et d'une histoire extraordinaire, tout comme la culture marocaine. On doit en être fier. C'est aussi ça qui nous a permis, je dirais, d'arriver là où on est. Un pays comme la Belgique a été accueillant, a été tolérant vis-à-vis de nos parents, mais je crois que ce qui nous a aussi permis d'arriver là où on est, c'est ce mixte, c'est cette richesse. Qu'est-ce que vous répondez à certains politiques belges qui disent à des gens, des personnalités comme vous, qui sont bourgmestres, députés, ministres, etc., qui leur disent « Maintenant, vous êtes des Belges, il faudrait vous concentrer que sur la Belgique et ne pas évoquer votre double appartenance culturelle ». Je leur dirais qu'ils ont une connaissance très, très lacunaire de la réalité belge. Vous savez, quand vous allez dans les quartiers populaires de Bruxelles, la diversité, elle est là, elle se passe de manière très conviviale. Dans ma commune, comme à Molenbeek, à Ixelles, à Anderlecht, les gens vivent paisiblement. Il y a pratiquement 200 nationalités différentes, 200 communautés différentes. Les gens vivent paisiblement, sont fiers d'acquérir la nationalité belge, de participer au vivre ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'on doit effacer tout ça? C'est des discours assimilationnistes que nous ne voulons pas. Nous voulons plutôt d'un modèle, d'une identité belge renouvelée grâce à l'apport de chacun. Mais oui, évidemment, il y a des valeurs communes. Et les valeurs communes, nous les connaissons. C'est le respect mutuel, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de culte, la liberté philosophique, c'est la laïcité avec cette neutralité que nous voulons voir dans l'État. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, le plus grand nombre l'accepte. Tout le monde adhère à ce projet. Il y a peut-être quelques soucis à certains endroits, mais c'est ça aussi qui doit faire l'objet de notre travail. 3 noms, pour finir cette émission, je vais vous demander de les commenter. Laurette Koenigs, la nouvelle patronne du Parti socialiste à Bruxelles. Impressionnante de capacité à se renouveler. Je l'ai encore entendue à la fête du Progrès au 1er mai et au Congrès. Je crois qu'aujourd'hui, elle a pris le costume de bruxelloise. On sera à ses côtés. Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre de Molenbeek, qui a cédé sa place de président de fédération du PS à Laurette Koenigs, justement. Un grand monsieur, un monsieur pour lequel je continuerai à vouer une estime jusqu'à la fin de ma vie. Il l'a compté pour des gens comme vous et moi. C'est quelqu'un qui a pris parfois des risques, et il l'a payé d'ailleurs très cher à d'autres moments, mais il continuera à être vraiment quelqu'un... Comment voyez-vous sa fin de carrière à Molenbeek? Comment vous l'avez jugé? C'est vraiment un gros regret. Je pense que c'est un grand homme d'État qui, à chaque fois, a contribué, je dirais, au vivre ensemble, à la cohésion sociale. C'est dommage. Mais ceci étant dit, vous savez, il n'est peut-être plus bourgmestre, mais il continue à animer notre vie politique et sociale. Vincent De Wolf, le bourgmestre d'Etterbeek, qui est le chef de file du mouvement réformateur, le MR, ici à Bruxelles. J'ai appris à le connaître, évidemment, sur les travaux du Parlement. On est parfois même d'accord sur des questions de mobilité, sur parfois des questions économiques. C'est quelqu'un qui essaye de faire son travail au mieux. Je dirais que c'est un partenaire qui peut être loyal. Dernière question, je n'allais pas la poser, mais on n'en a rien à perdre. Pour le prochain gouvernement régional bruxellois, est-ce que vous pensez que le MR pourrait rejoindre le PS? Écoutez, tout cela est bientôt. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est d'abord créer l'union parmi tous les francophones pour passer le cap de 2014. 2014, c'est quoi? C'est quel avenir pour ce pays?
Et qu'est-ce qu'on fait de notre belle région bruxelloise? Et donc il faudra plus que jamais défendre Bruxelles, s'engager. Un gouvernement de salut régional? Mais en tout cas, on ne pourra pas se permettre devant Bart de Wever de jouer la carte de la division. Plus que jamais, nous devrons être forts à l'occasion de ce rendez-vous. Et Merkir, le bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Tenno, des députés régional PS au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, je vous remercie. Merci à vous. وأنا إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني تورك. مع السلامة.